Bonjour à tous, on est en Bonjour. direct du 5e arrondissement de Paris. Je suis Clotilde et derrière la caméra nous avions Maria et je suis actuellement avec Axel qui est organisatrice des visites de Vivre Paris. Je ne sais pas si vous savez mais Vivre Paris a lancé des visites insolites de Paris depuis peu. Vous avez dans la story, dans la bio de Instagram le lien si vous voulez, c'est visite au pluriel.vivreparis.fr. Alors Axel, pourquoi on est là? Alors on est là justement pour vous présenter un petit coin de Paris. Je vais raconter des histoires, des anecdotes et ça va justement vous donner une idée de ce qu'on présente dans nos visites sur le site. Ok, Voilà. super. Donc là, on est sur le pont de la Tournelle. Exact. C'est ça. Et on a derrière nous une statue un peu spéciale. Voilà, c'est la statue de Sainte-Geneviève. Alors en fait, j'ai voulu commencer cette visite live ici parce qu'on est vraiment aux portes du quartier latin et Sainte-Geneviève, elle a vraiment sa place dans cette visite puisque en fait, pour celles et ceux qui connaissent peut-être le quartier latin, il y a plein de choses qui lui sont dédiées. Il y a la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, la bibliothèque Sainte-Geneviève, l'église Saint-Étienne Sainte-Geneviève. C'est vraiment un personnage important pour l'histoire du quartier et pour l'histoire de Paris. Alors son histoire à Sainte-Geneviève, elle remonte au 5e siècle, donc dans les années 450. Elle était ce qu'on appelait la curia. Alors il y a certains historiens qui en fait l'appellent la première maire de Paris. Alors c'est un peu anachronique parce qu'il n'y avait pas de maire de Paris à cette époque-là, mais si on veut, vraiment elle gérait les affaires de la ville. Et à l'époque, Paris était menacé par les Huns. Je ne sais pas si tu les connais, qui étaient menés par Attila, voilà. Et donc ils voulaient envahir Paris. Ils avaient déjà pillé plusieurs villes dans l'est de la France et ils voulaient venir complètement piller Paris. Donc les Parisiens voulaient fuir. Et Sainte-Geneviève leur a demandé de rester. Elle a dit qu'elle prierait pour eux. Et l'histoire a fait qu'en fait, Attila n'est pas venu à Paris. Il est allé directement vers Orléans, qui était une ville plus riche que Paris à l'époque. Mais on a attribué ça aux prières de Sainte-Geneviève. On a pensé que c'était vraiment ses prières, sa foi, qui avait sauvé les Parisiens. Alors il y a une autre histoire qui dit que peut-être elle aurait fait parvenir à Attila un message en disant qu'ici il y avait une épidémie de choléra. Pas bête. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont pas venus. En tout cas, elle est devenue la sainte patronne de Paris. Et puis aussi, quelques années plus tard, Paris a été envahi par les Francs qui voulaient chasser les Romains. Et il y a eu 5 ans de siège à Paris. Donc les Parisiens n'avaient plus rien à manger, plus rien à boire. Et Sainte-Geneviève a organisé des expéditions où elle est partie donc chercher à manger pour les Parisiens. C'est vraiment elle qui les a sauvés de la famine. Et c'est pourquoi vraiment c'est devenu la patronne de Paris. Oui, parce qu'à l'époque, il faut qu'on rappelle, Paris c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Donc un Voilà. siège de Paris, c'était vachement plus facile de faire un siège parce que ça prenait ce quartier-là. Et pas Exactement. C'était seulement l'île de la Cité et une toute petite partie du quartier latin. D'accord. Voilà, C'est la vraiment ville le quartier romaine. latin, un des plus anciens quartiers de Paris. Voilà, c'est ça. Il y avait la chaîne. On avait fait une visite avec guidée et on nous avait dit qu'il y avait une chaîne pour pas que les envahisseurs aillent plus loin. Oui, ça c'était à l'époque de Philippe Auguste, la chaîne. Voilà. Bah, pour ceux qui nous Merci. suivent, si vous voulez faire comme cette dame, je suis sur mon téléphone, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en direct. Axel se fera un plaisir d'y répondre. Donc alors on a donc Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève. Là. Voilà, alors Sainte-Geneviève, elle n'est pas orientée par hasard. Je ne sais pas si on arrive à voir à la caméra, mais elle est orientée vers l'est, puisque Attila venait de l'est. Donc symboliquement, sa statue regarde vers l'est. Vous voyez, elle protège Paris en regardant l'est. Alors j'ai aussi une image où on la voit de face. Oui. Ah oui, Ici, c'est vrai qu'elle nous fait vraiment voilà. penser au Jésus de... Alors, parce que tout simplement, c'est le même artiste. C'est Paul Landowski. Il a fait la statue de Sainte-Geneviève en 1928 et celle du Christ à Rio en 1931. C'est le même Cette artiste. petite fille, c'est Geneviève jeune, j'imagine. Alors non, c'est Paris. C'est le symbole de Paris. En fait, ok. cette petite fille, elle a un bateau dans les mains et c'est vraiment le symbole de Paris que Sainte-Geneviève protège. D'accord. Voilà. Donc Sainte-Geneviève, c'est vraiment la patronne de Paris qu'on retrouve aussi. C'est pour ça que je voulais commencer sur ce pont. Derrière oui, de nous, l'autre voilà, côté. il y a une des plus belles vues de Paris sur En plus, Notre-Dame. C'est très beau, on a de la chance. Et donc Notre-Dame, vous voyez la flèche, et tout en haut, l'histoire raconte qu'en 1935, l'archevêque de Paris a placé des reliques de Sainte-Geneviève D'accord, ouais. et de Saint-Denis, qui est le saint patron de Paris. Ouais. Et donc comme ça, les reliques protègent aussi toute la cathédrale et toute l'île de la Cité. Et j'ai cru comprendre qu'on a aussi mis une partie de ces reliques dans la Seine, c'est ça? Alors ça, c'est toutes les reliques en fait au moment de la Révolution française D'accord. ont été sorties des tombes par les révolutionnaires et ont été jetées à la Seine, mais il paraît qu'il en reste dans l'église. Donc il y a une église qui s'appelle Saint-Étienne-du-Mont, Sainte-Geneviève, qui est sur la montagne Sainte-Geneviève et on voit le tombeau de Sainte-Geneviève et à côté il y a quelques reliquaires. Donc après il faut y croire. N'hésitez pas à aller vérifier par vous-même. Là, on raconte qu'il reste encore dans ces reliquaires des morceaux de Sainte-Geneviève. D'accord. Ça,
Bon, bah, très bien. Et donc, si on se tourne de ce côté-là, il me semble qu'on a un des plus vieux restaurants de Oui, Paris. oui. En fait, c'est le plus vieux restaurant de Paris. Je vais me mettre comme ça. Peut-être que comme ça, vous le verrez derrière moi. S'il y a quelqu'un, vous me dites pour que je ne tombe pas. Alors, c'est le plus vieux de Paris puisqu'il date de 1582. Ah oui. Donc, c'est aussi l'un des plus vieux d'Europe. C'est en fait la Tour d'Argent, donc qui était, il faut imaginer qu'au XVIe siècle à Paris, on a beaucoup de lieux pour se restaurer, mais qui sont plutôt des auberges. D'accord. Et on n'a pas de restaurant, d'établissement, on va dire un peu chic. Donc c'est un certain monsieur Rourteau qui va avoir l'idée d'ouvrir le premier restaurant, haut de gamme de Paris. Oui, Donc emblématique, ouais. voilà, il l'ouvre ici dans un endroit qui s'appelle le Château de la Tournelle. Et le Château de la Tournelle a une tour qui est faite, voilà, qui ressemble à ça. Ouais, bien sûr, ouais. Qui est faite dans une pierre champenoise qui brille au soleil. Donc c'est pour ça, voilà, d'où le nom de Tour d'Argent. Donc c'est un restaurant qui est fréquenté par les plus grands à l'époque. C'est d'ailleurs ici qu'on voit pour la première fois la fourchette. Parce qu'avant le XVIe siècle, on n'utilise pas de fourchette en France. On mange avec les doigts. Et c'est Catherine de Médicis, la femme du roi Henri III, qui venait d'Italie, qui aurait ramené cette fourchette à la cour. Mais peu de gens l'utilisaient. Et on l'a montré dans un restaurant pour la première fois, ici à la Tour d'Argent. C'est Henri IV qui a mangé avec cette fourchette. Donc c'est, voilà, on va dire que le mot Tour d'Argent, c'est pour la tour qui brille, mais aussi peut-être pour ces couverts, voilà, qu'on voit pour la première fois. Donc c'est un établissement mythique où sont passés vraiment le tout Paris. Et en fait, on voit que le restaurant ne ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. Il a été complètement refait dans les années 1830. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et il a été aussi refait donc au début du XXe siècle par la famille à qui appartient toujours le restaurant aujourd'hui, qui s'appelle la famille Terrail, et qui a rajouté les 2 derniers étages qui sont donc tout en haut où on mange aujourd'hui. Voilà, exactement. La vue, ce qu'on a sur Notre-Dame, là, la vue plongeante. Donc c'est là qu'on mange aujourd'hui. La Tour d'Argent, c'est un établissement qui a 1 étoile. Elle en a eu plus auparavant, mais aujourd'hui elle n'en a plus qu'une. Ce qui fait sa spécialité, c'est vraiment sa cave. Il y a 450 000 bouteilles ici. Voilà, exactement, c'est ici qu'il faut venir. Il y en a la plus vieille, elle date d'avant la Révolution française. C'est un cognac. Alors, je ne sais pas si on peut encore les boire, celle-ci c'est plutôt des bouteilles de collection. Voilà. Mais la spécialité aussi culinaire, c'est le canard au sang. Voilà, qui est très célèbre ici. À la presse. Exactement, et qui est en fait numéroté. Donc chaque personne qui vient ici manger un canard au sang repart avec un petit certificat, avec un numéro dessus. Voilà, exactement, le canard spécifique. C'est ce qui fait aussi la réputation de la Tour d'Argent. Donc entre son histoire, sa vue, sa cave et le canard au sang, voilà, ça reste quand même, oui. Alors, faut avoir les moyens, voilà, je dois dire. Le menu, le midi, c'est 105 € et c'est 308, je crois, le soir. Donc voilà, mais vous, exactement, et en attendant d'économiser, vous pouvez aller en bas, à droite de la Tour d'Argent, il y a la boulangerie de la Tour d'Argent. Voilà. Là, on peut s'acheter un croissant, une baguette, ça c'est abordable pour tout le monde. Le temps de mettre des sous de côté et de pouvoir aller au dernier étage. Pour goûter un canard. Voilà. Bon, donc là, on continue tout droit. Voilà, on continue parce que là, comme ça, on entre dans le quartier latin. D'accord. Donc, qui est vraiment un des quartiers de Paris les plus riches en patrimoine. Parce que je le disais tout à l'heure quand la dame est passée. Alors, c'est vrai que c'est un quartier qui était habité par les Romains. Un des rares, puisqu'il y avait l'île de la Cité et le quartier latin. Le marais était encore complètement marécageux, donc il n'y avait rien dessus. Donc il y a encore des vestiges romains dans le quartier latin. Je disais aussi à la dame, les chênes dont elle parlait, c'était de l'époque de Philippe Auguste. Donc il y a aussi ici pas mal de vestiges du Moyen-Âge. Et ensuite, beaucoup de choses qui ont été construites par Haussmann. Donc c'est voilà, un quartier qui a plein de visages. C'est un quartier... comme je disais, vraiment riche en termes de patrimoine. On peut visiter, il y a le Panthéon aussi, voilà, il y a la Sorbonne. C'est un magnifique quartier qui est quand même encore vivant parce que c'est l'un des quartiers les plus étudiants de Paris. Il y a toutes les facs ici, il y a Jussieu, il y a l'école de médecine. Donc c'est vraiment un quartier à explorer. L'Institut du monde arabe aussi. L'Institut du monde arabe, voilà. Et alors l'Institut du monde arabe, si vous allez tout en haut, il y a une terrasse qui est ouverte au public et qui est gratuite. Une terrasse magnifique, donc un toit terrasse en fait, depuis lequel on voit la fameuse vue sur Notre-Dame aussi. On peut voir Sainte-Geneviève de face. Voilà, on l'aperçoit un petit peu ici, de loin, l'Institut. Voilà, là, donc c'est ce bâtiment-là. Il y a vraiment, pour celles et ceux qui connaissent pas, des expos pour tous les goûts. Il y a des expos en ce moment, c'est sur le foot. Voilà, elle va ouvrir le 10 avril et c'est une visite donc qui s'appelle le foot et le monde arabe. On peut traverser pendant que c'est vert. Donc là, on rappelle, on est rue du Cardinal
Lemoine. Voilà. On est avec Axel, en direct du 5e arrondissement de Paris. Voilà, je vais en profiter pour dire un petit mot sur ce personnage d'ailleurs, le cardinal Lemoine, qui s'appelle Jean Lemoine. Et en fait, il a eu une mission qui lui a été donnée par le pape au tout début du XIVe siècle. À l'époque, le roi, c'est Philippe Auguste. Et en fait, il s'entend très mal avec le pape parce qu'il veut imposer des impôts sur l'Église et le pape trouve qu'on ne doit pas imposer les églises. Donc il y a plein de conflits entre le roi et le pape. Et le pape envoie le cardinal Lemoine pour essayer de parler au roi, de lui donner 12 revendications avec comme ultimatum que si le roi n'accepte pas les revendications du pape, il sera excommunié. Sauf qu'en fait, Philippe Auguste n'en a rien à faire. Il arrive même à retourner le cardinal Lemoine contre le pape, à lui faire signer un papier. Et en fait, il ne va jamais faire ce que le pape dit. Il va même envoyer des gens à Rome pour arrêter le pape. Et finalement, le pape sera sauvé par la population, mais il va décéder 2 mois plus tard. Mais voilà, le cardinal Lemoine, il a quand même un rôle, puisque voilà, il est envoyé auprès du roi par le pape. Il est entre ce conflit, enfin dans plein milieu de ce conflit qui oppose quand même 2 personnes extrêmement importantes de l'époque. Et en fait, bon, sa mission échoue, mais il va quand même ouvrir à Paris un collège. Le collège du cardinal Lemoine, qui accueille voilà plein d'étudiants, surtout venus de Picardie, d'où était originaire le cardinal Lemoine, et donc des étudiants qui vont venir dans ce quartier où il y a plein d'autres collèges et universités dans lesquels les cours sont donnés en latin. Et c'est pour ça qu'on surnomme ce quartier le quartier latin. Voilà. C'était de ces écoles et universités du Moyen Âge dont a fait partie celle du cardinal Lemoine. D'accord. Et alors justement, on va revenir un tout petit peu sur les visites que propose Vivre Paris. Moi justement, là je suis en train d'apprendre des choses sur le quartier latin que je ne savais pas, pourtant je suis parisienne. Il y a plein de choses à savoir encore. Des visites, à l'heure actuelle il y en a 22 sur le site. Oui. Et il y en a combien qui se passent dans le 5e arrondissement? Alors, il y en a une qui est dans le Jardin des Plantes, qui fait partie du quartier latin. Donc parce que le Jardin des Plantes, c'est vraiment un endroit où on se balade, mais on connaît pas. Il y a plein de petites histoires, des légendes, des personnages. Voilà. Donc il y en a une dans le quartier latin aussi sur les alchimistes, les alchimistes de Paris. Donc c'était voilà vraiment des gens qui ont mené une quête en fait philosophique, scientifique aussi, qui ont marqué vraiment le quartier. Donc on a une balade voilà qui part de la place Maubert dans le quartier et qui passe par Saint-Michel, qui est peut-être un des coins du quartier latin les plus connus aux yeux du public et qui se termine devant Notre-Dame. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des visites, c'est visite avec un s.vivreparis.fr. On est en train de faire des portraits de nos guides, vous pourrez les rencontrer, ce sont tous des personnages vraiment fascinants. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, vous apprendrez plein de choses. Donc là on arrive bientôt au numéro 30 de la rue. Voilà, alors exactement, on va s'arrêter juste un tout petit peu avant le 30 en fait. On va s'arrêter au numéro 28. Parce que justement on était en train de parler de ce quartier latin. Et au numéro 28, au tout début du 19e siècle, s'ouvre un théâtre qui s'appelle le Théâtre Latin et qui devient vraiment un lieu emblématique du quartier où viennent, alors ça peut être des ouvriers, des étudiants, mais aussi des artistes en vue de l'époque, voilà, des écrivains. C'est vraiment un lieu mythique du quartier, sauf que malheureusement, il va brûler. Voilà, pendant la Commune de Paris. Je vais peut-être juste redire un petit mot sur cette période de l'histoire. Je pense dont on parle pas souvent. Tout le monde voilà là en tête en tant que nom, voilà le nom, la Commune de Paris. Mais donc à l'époque c'est la guerre, il y a une guerre franco-prussienne. Donc en 1870 et c'est une guerre que la France en fait perd et donc elle veut capituler et les Parisiens ne veulent pas, ils veulent continuer cette guerre. Donc ils mènent une double guerre contre la Prusse, mais aussi contre leur propre gouvernement. Et donc là, il y a plein de choses qui vont brûler à Paris. Il y a l'hôtel de ville, le palais des Tuileries, ce qui vient en plus de ça, à côté des ruines déjà de la guerre. Donc là, on va arriver justement devant ce théâtre qui, lui, a brûlé en 1870, le Théâtre Latin. Et il se trouve que on va arriver à l'exposition universelle de 1889, celle qui nous a donné la Tour Eiffel. Et donc, on ne veut pas avoir de ruines dans Paris. On veut complètement refaire Paris. Et on décide de refaire ce théâtre latin qui a brûlé. Et il devient donc le Paradis Latin. Un lieu de spectacle, de danse, de ballet, de comédie. Donc, un lieu qui va avoir énormément de succès parce que, en fait, on donne ce projet à Gustave Eiffel,
justement, le fameux. voilà, qui venait de faire sa tour, qui lui donc restaure aussi le théâtre latin pour le faire devenir le paradis latin. Donc là, les gens adorent ce lieu parce que c'est un lieu de fête, c'est un lieu qui est très impressionnant au niveau de l'architecture. C'est un lieu qui va beaucoup marcher. Sauf que fin 19e siècle, on commence vraiment à aller plutôt à Montmartre, on a aussi une visite sur Montmartre d'ailleurs, qui est vraiment le quartier des artistes à cette époque-là. Et donc le quartier latin est un peu délaissé. Et finalement, le paradis latin va fermer. D'accord. Il y a des industries qui vont s'installer ici. Donc il y a un atelier de faïence et de verre. Après il y a un laboratoire pharmaceutique. Donc on va complètement oublier l'histoire et le décor du paradis latin. Et c'est par hasard, dans les années 1970, qu'un promoteur immobilier va racheter l'endroit pour en faire un immeuble d'habitation. Et au fur et à mesure des travaux, il découvre toute l'histoire et le décor du paradis latin. Et du coup, il a pas envie de construire un immeuble à la place. Il a plutôt envie, de restaurer le lieu. Et donc, il va réouvrir dans les années 1977. D'accord. Voilà, et en tant que toujours donc lieu de fête qui est assez célèbre aujourd'hui, c'est des revues un petit peu, après chaque lieu comme le Crazy Horse ou le Lido ou le Moulin Rouge, a son style. Mais donc ici ce sont des revues et ça continue en fait de plaire et de se moderniser, de changer, parce qu'il y en a une nouvelle qui va sortir dans un mois et qui sera menée par Kamel Wally. Et par ils n'ont pas mis encore l'affiche, et par Une petite idée de ce qui s'y passe. Voilà, et ce sera la Miss France 2016 qui va mener la revue avec les chorégraphies de Kamel Wally. Donc voilà, quand même un lieu qui n'est pas campé sur son histoire et qui continue en tout cas de se moderniser, de changer, de proposer des nouvelles choses. Alors juste pour répondre à une petite question qui a été posée par Pauline, quel genre de visite vous faites? Vous avez quoi comme visite? Donc je rappelle, on en a 22, il va y en avoir plus à l'avenir. Oui. Et on a des visites très insolites. C'est pas le Paris que tout le monde connaît, parce que ça, on n'a pas besoin de le faire. Voilà, c'est plutôt des petites histoires, des anecdotes, des choses insolites, des thèmes en fait. On a pas mal de thèmes, donc on a le Paris du crime par exemple. On prend des grands crimes et de l'histoire de France, assassinat d'Henri IV, la Saint-Barthélemy. On a aussi par exemple le Paris des francs-maçons. Voilà, ça aussi, pour expliquer un peu, parce qu'il y a plein de mystères autour de cette communauté. On a le Paris aussi des alchimistes, dont j'en ai parlé tout à l'heure, le Paris des Templiers. On a énormément de thèmes, par exemple, aussi, sur les femmes. On a, alors, celle des femmes, elle est sur l'île Saint-Louis. D'accord, les femmes voilà. qui ont marqué Paris. On a des thèmes un peu mystérieux aussi. On a les sorcières de Paris, tout ce qui est, le Paris ensorcelé. On a les mystères et les légendes de Paris. Donc, plein de choses que les gens ont dans leur mémoire collective. Mais ne connaissent pas forcément d'où viennent les histoires. On a aussi des quartiers. Donc, je disais tout à l'heure, on a Montmartre. Ouais. On fait aussi le Marais. D'accord. Voilà. On a vraiment plein de thèmes, normalement pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Voilà. Tous les Allez goûts, voir, tous les âges. Voilà. Que ce soit pour les gens qui connaissent déjà Paris, qui y habitent. Oui, les Parisiens, on ne fait jamais les visites, on se l'avoue. Non, c'est justement la ville dans laquelle on habite qu'on prend le moins de temps de visiter. Donc, soit les Parisiens, soit ceux qui viennent de temps en temps, soit ceux qui ne sont jamais venus. Enfin, vraiment, ça peut plaire à tout le monde. On a aussi une visite sur le street art. Ouais. Donc voilà, pour changer un petit peu aussi des choses historiques. C'est normalement vraiment c'est ça. On a la mode, on a le théâtre, on a énormément de vous allez thèmes. Sur la bio de notre page Instagram et il y a un petit lien, vous verrez. Et vous Voilà. allez voir Vous pouvez aussi proposer. Je dis pas que tout est possible. Normalement oui, mais vous pouvez aussi proposer des thèmes. Ah bah n'hésitez pas alors. Si ça vous plaît, s'il y a des choses qui vous donnent envie, je sais pas, là j'ai pas forcément d'idée, mais vous pouvez aussi demander des thèmes. On peut voir si c'est possible de faire des visites dessus. Là il y a quelqu'un qui nous a proposé sur le Paris des écrivains, un Paris littéraire à Saint-Germain-des-Prés, donc je pense qu'on va bientôt la mettre en ligne. Voilà, il y a plein d'idées comme ça, donc n'hésitez pas aussi à nous donner vos idées, vos suggestions. Quelqu'un m'a proposé aussi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là je suis en train de regarder si c'est possible. Il y a des choses, faut voir en tout cas si on peut faire un parcours. Voilà, n'hésitez pas, des thèmes. Pour répondre à 4787, comment nous contacter pour les visites? Vous allez donc soit sur le site, comme je l'ai expliqué, visite.vivreparis.fr, soit sur la page Facebook, on vous répondra avec plaisir. J'ai une autre question, les visites se font-elles l'été? Oui, voilà. L'été, l'hiver, en toute saison, on fait des visites, donc c'est le samedi et le dimanche.
Et on en propose aussi parfois le soir en semaine, voilà, parce que le soir en semaine, ça permet de redécouvrir des quartiers de Paris aussi, comme Montmartre par exemple, où tous les touristes sont partis, donc on a les ruelles, voilà, un peu pour nous. Ça permet aussi de découvrir avec une lumière assez sympathique au coucher du soleil par exemple, ou quand l'hiver d'avoir un Paris complètement noir. Donc par exemple pour les sorcières, pour les légendes, c'est sympa de le faire le soir aussi. Voilà, donc on essaye de proposer un petit peu ces créneaux-là. Ok, super. Alors on peut continuer un petit peu. Donc dans cette rue du Cardinal Lemoine, on quitte le Paradis Latin et on va arriver au coin d'un immeuble, alors que j'aime particulièrement parce que c'est celui dans lequel je suis née, voilà, et dans celui dans lequel j'ai passé toute ma vie. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que les gens qui font des visites pour nous, les gens qui les organisent, les gens qui travaillent à ces visites, ils connaissent Paris, ils y ont vécu, ils ont des anecdotes qui sont vraiment personnelles, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est vraiment des gens qui, en tout cas, on est tous passionnés par cette ville, par son histoire, par son architecture. Donc c'est vraiment ça aussi qu'on essaye de partager. Oui. Voilà, c'est vraiment la différence entre acheter un guide papier sur Paris ou voilà, suivre avec une personne physique. C'est vraiment ça qu'on découvre. Et là, justement, alors je vous en parle pas parce que c'est l'immeuble dans lequel je suis née, mais je vous en parle parce qu'il y a deux choses à voir. Alors on va peut-être se mettre de ce côté-là parce qu'il y a des plaques en fait sur cet immeuble. Elles sont de ce côté-là, juste ici, qui rappellent deux choses. Donc la première chose, c'est que ici passait l'enceinte de Philippe Auguste. En fait, ça, on l'a découvert quand on a construit cet immeuble. Donc en 1990. Ils ont essayé donc de creuser les fondations de cet immeuble et ils sont tombés sur des vestiges. Donc qui avaient 800 ans d'histoire. Des vestiges voilà, qui datent. Donc ici, il y a une plaque enceinte de Philippe Auguste. Voilà. La porte Saint-Victor ici. Donc qui s'élevait voilà, au tout début du XIIIe siècle. En fait, pour rappeler l'histoire, Philippe Auguste donc, doit partir en croisade. D'accord. Et entre 1190 et 1215, il fait édifier donc un grand mur qui encercle Paris. Je vais vous le montrer ici. Donc Paris de l'époque, c'est l'île de la Cité, le quartier latin et le Marais. Et vous voyez en pointillé tout autour cette grande muraille que Philippe Auguste fait édifier. Et en fait, ses ennemis à lui viennent de l'ouest. Ce sont les rois d'Angleterre, les ducs de Normandie. Donc il veut faire fortifier sa muraille à l'ouest et il fait construire le Louvre. Voilà. Et donc sa muraille traverse tout Paris. Comme le disait la dame qu'on a croisée tout à l'heure, il y a des chaînes qui passent ici, oui, sur la voilà, Seine. Pour protéger aussi la Seine. Et il y a des ponts. Et il y en a notamment un qui passait ici parce que autrefois, il y avait une rivière qui s'appelait la Bièvre et qui traversait Paris, qui se jetait dans la Seine ici. Et donc il y avait ce pont, voilà, qui passait dessus et qu'on a retrouvé pendant la construction de cet immeuble-là. Voilà, le pont et la porte Saint-Victor. Donc c'est pour ça qu'on a apposé cette plaque ici. Ensuite, Paris s'est agrandi au fur et à mesure du temps. Il y a eu d'autres murailles. En tout, on a eu 7 murs défensifs qui entourent Paris. Et donc, cette muraille a peu à peu disparu. Sur ce plan, par exemple, on voit un deuxième mur qui est l'enceinte de Charles V. Donc, peu à peu, Paris s'est agrandi et il reste assez finalement peu de vestiges de l'enceinte de Philippe Auguste. Donc on peut en voir un ici dans le parking. Donc ça, c'est ouvert pendant les journées du patrimoine. Voilà. On peut en voir un aussi à Saint-Germain-des-Prés, donc vers Odéon. Il y a un passage, donc un passage semi-couvert. Ça s'appelle le passage du commerce Saint-André. Et dans un restaurant, en plein milieu du restaurant, il y a une tour de l'enceinte de Philippe Auguste. Voilà. On peut en voir un petit peu dans le Marais, on peut en voir voilà, en se baladant. Peut-être, pardon, regardez bien, je suis en train de m'étouffer. Pardon. Regardez bien autour de vous quand vous vous baladez à Paris parce que vous pouvez peut-être trouver des petits morceaux de l'enceinte de Philippe Auguste. Alors juste pour répondre à ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont peut-être pas au courant, on est donc dans le 5e arrondissement de Paris. Exactement. On vient de quitter le quartier latin. Non, on entre dans, voilà. Ouais, on y est encore. Le quartier latin, en fait, c'est très grand. Le quartier latin, donc, c'est délimité par le boulevard Saint-Michel, en haut, voilà, avec le Luxembourg, le Panthéon, et on redescend jusqu'ici, voilà, au Jardin des Plantes. Donc, souvent, du quartier latin, on connaît beaucoup Saint-Michel, mais en fait, ça prend aussi tout le Panthéon, voilà, la rue Mouffetard. Tout ça, ça fait partie du quartier latin. Rue des Écoles. Rue des Écoles, voilà, tout simplement parce que, comme je le disais auparavant, il y avait énormément d'universités, d'écoles, de collèges ici. Et là, justement, on est dans un immeuble qui aussi a plusieurs histoires dans ce quartier. Donc on a voilà l'enceinte de Philippe Auguste et à côté on va voir une autre plaque. On va se décaler un petit peu ici, qui rappelle en fait qu'au 19e siècle, ici se trouvait l'Institut national des jeunes aveugles, qui était en fait la première école pour les aveugles de France.
Et en fait, 1816. voilà, en fait, l'élève le plus célèbre, ça a été Louis Braille, que je pense beaucoup de gens connaissent. En fait, Louis Braille, donc, il s'est blessé à l'âge de 3 ans. Il s'est blessé un œil en jouant dans l'atelier de son père qui travaillait le cuir. Et en fait, l'œil, voilà, a été mal soigné. En fait, lui, il était très petit, donc on n'arrivait pas à l'empêcher de se gratter. Et voilà, ça a infesté l'autre œil. Donc il est devenu complètement aveugle. Son père a réussi à obtenir une bourse pour le placer ici, à l'Institut national des jeunes aveugles. Il est entré à l'âge de 10 ans. Et à l'époque, on apprenait à lire en fait sur... c'était du tissu. C'est ça, le braille n'existait pas encore? Non, pas encore. C'était du tissu sur lequel on brodait en fait les lettres. D'accord. Donc on pouvait apprendre à lire comme ça. Par contre, on ne pouvait pas écrire. Ouais, c'était l'ancêtre du braille. Voilà. En fait, des lettres en Donc relief. en fait, Louis Braille apprend à lire, mais il aimerait bien développer une technique où il puisse aussi écrire. Et il va avoir une révélation. Un jour à l'école, il y a un intervenant, un militaire qui s'appelle Charles Barbier de la Serre, qui va présenter en fait une écriture qu'il a inventée, qui s'appelle l'écriture nocturne, parce que lui, il est militaire et il a inventé quelque chose pour pouvoir écrire et envoyer des messages la nuit. Génial. Donc ce sont des points en fait qu'on écrit en fonction du son. C'est un Donc, peu comme voilà. le morse au final. C'est un peu comme le morse, voilà, mais avec des points en relief. D'accord. Donc, il appelle l'écriture nocturne, et ça va vraiment donner l'idée à Louis Braille de développer son alphabet qu'on connaît aujourd'hui, voilà, le Braille. Et en fait, ça s'est fait énormément. exactement, et ça s'est fait ici, voilà, à l'époque, à l'époque où il y avait l'Institut national des jeunes aveugles. D'accord. Ok. Voilà, au 19e siècle. Et donc, Louis Braille est enterré dans le quartier latin. Ah, où Il ça est enterré au Panthéon. Voilà, avec d'autres grands hommes qui ont aussi apporté des choses au niveau historique, scientifique, culturel. Donc il est là-bas, mais pas ses mains. Ça, c'est une petite anecdote à savoir. Où sont ses mains? Ses mains, elles sont à Couvray, qui est son D'accord. village natal en Seine-et-Marne. Et donc voilà, ils ont voulu garder une partie de Louis Braille. Ils ont gardé voilà ses mains. Donc ici, on a le corps. Partie. Voilà, une partie. D'accord. Eh ben, Alors, est-ce qu'on nous pose encore des questions ou on avance On va peut-être encore un petit peu? Ok. on va avancer un petit peu pour continuer à découvrir ce magnifique quartier, qui est le quartier latin dans le 5e arrondissement de Paris. On est en direct avec Axel, je le rappelle, qui donc organise les visites de Vivre Paris. Voilà. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu, même si chaque guide a son style particulier, c'est de vous montrer un petit peu le style de nos visites. Voilà, de montrer qu'en fait, c'est plutôt des petites histoires, des anecdotes, comme là, je viens de raconter sur Louis Braille, sur le paradis latin, plutôt que des visites, on va dire, classiques, où on raconterait vraiment toute l'histoire des rois de France. Voilà. Nous, on essaye vraiment de proposer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu insolite, sur des thèmes, sur voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est pour vous montrer le genre d'histoires et d'anecdotes qu'on peut vous proposer dans nos visites. Et justement là, on va arriver devant un lieu qui est particulier dans le quartier latin, parce que c'est un des rares hôtels particuliers, justement. En C'est vrai fait, qu'il n'y en a pas beaucoup ici. non, il n'y en a pas beaucoup, parce que donc je disais tout à l'heure qu'ici on a pas mal de vestiges romains, Ouais. médiévaux, et après on passe en fait assez vite à Haussmann, parce que le quartier où se sont vraiment développés les hôtels particuliers 17e, 18e siècle, c'est en fait le Marais. D'accord. Parce que là-bas, on a construit la place des Vosges. Génial, on Voilà. fait aussi des visites. Exactement, il y a une visite qui passe tout le long de la rue Saint-Antoine. Ouais. Et en fait, donc, il y a la place des Vosges qui a été construite au tout début du XVIIe siècle. Et beaucoup d'hôtels particuliers, à peu près 200 hôtels particuliers, se sont construits autour D'accord. de cette place. Donc c'est pour ça que dans le Marais, et c'est ce qu'on montre dans notre visite justement, on a énormément d'hôtels particuliers. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment le quartier qui est fait pour ça. Notre guide là, c'est Pierre-André pour ce parcours. Il montre justement les plus beaux hôtels particuliers du Marais. Et c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup moins ici. Il y en a aussi dans les faubourgs, ce qu'on appelait les faubourgs qui étaient autour de Paris, où les gens avaient une sorte de résidence secondaire, ce qu'on appelait une folie. Mais voilà, vraiment dans ce quartier, par exemple, du quartier latin, on en a très peu, sauf celui-ci, Très beau. voilà, qui est magnifique. Alors on va juste attendre dépasser ce... Voiture qui gêne. Voilà, pour pouvoir mieux le voir. Et donc lui, il a été construit au tout début du XVIIIe siècle pour Charles II Lebrun. Alors en fait, c'était le neveu de Charles Lebrun. Charles Lebrun, c'était le prince favori de Louis XIV. Et en fait, son neveu a hérité de ces terrains. D'accord. Voilà. Et en fait, il s'est fait construire son propre hôtel particulier. Donc, il résidait ici, mais il louait aussi le reste des appartements à des personnages célèbres. Donc on résidait ici par exemple Buffon. Buffon, c'est celui qui était intendant des jardins du roi, qui s'occupait en fait du jardin des plantes, qu'on fait aussi visiter dans les D'accord, visites, ouais, je l'ai ouais. dit tout à l'heure. Donc
Buffon. Il y a un autre peintre aussi qui s'appelle Watteau, qui est un peintre célèbre connais pas du celui-là. XVIIIe siècle, qui a aussi habité ici. D'accord. Une autre peintre, une femme qui s'appelait Élisabeth Vigée-Lebrun. Alors elle est célèbre parce que c'était une des rares femmes en fait peintre, donc elle a habité là. Voilà, pas mal de résidents connus. Et ensuite c'est devenu au XXe siècle l'office des HLM de Paris. Donc c'est là qu'il fallait venir déposer un dossier pour avoir un logement D'accord. social à Paris. Donc ça posait quelques petits problèmes, Oui, c'est assez, voilà, parce que on venait le contraste déposer est assez exactement, intéressant. exactement. Donc il y avait pas mal de manifestations en fait, parce que c'était, ça faisait un peu frime en fait, ça Oui, faisait bah un oui, peu, j'imagine. voilà, vous venez demander un logement social, mais Dans dans un un hôtel bel, particulier. ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui râlaient, et finalement on leur a donné raison. D'accord. Donc l'office des HLM a déménagé et l'hôtel particulier a été revendu au groupe PAP, voilà, qui s'est installé D'accord. ici. Et donc aujourd'hui, c'est un lieu qui accueille des séminaires, des congrès, voilà, un lieu Est-ce qu'on peut événementiel. le visiter ou Donc non non, on peut pas le visiter. D'accord. Bon, On on peut le pas voit le de visiter. l'extérieur, on va peut-être Voilà. le montrer un peu mieux. Et de temps en temps, il y a aussi des entreprises. Par exemple, il y avait une marque célèbre de bière qui s'était installée ici l'été dernier et qui en avait fait un bar éphémère. Donc de temps en temps, il y a certaines entreprises pour des événements qui l'ouvrent au public. Mais voilà, ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Il faut passer devant et voir quand il se passe D'accord. quelque chose. Ok. Alors, Voilà. on va juste revenir un peu sur les questions. Alors, oui, il y a une dame qui propose, une dame ou un monsieur, pardon, j'ai perdu le commentaire, qui propose une visite sur le thème des boulangeries anciennes de Paris. Donc, on a des gourmands qui nous suivent en direct. Ouais. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes et que, bon, bah, les croissants, tout ça, c'est très parisien. Ah oui, ça, on peut le adore. faire. Il faut avoir l'accord des boulangers parce que Oui. pour une visite comme ça, il faudrait qu'on ait le droit de tester. Ah, ce serait bien. Donc il Ça, faudrait, c'est voilà, si vous connaissez justement des artisans, des commerçants, ou si vous êtes des artisans, des commerçants, ou voilà, qui peuvent nous autoriser à passer dans leur boutique, nous on est Oui, ouvert à contactez-nous, toute voilà, sur le Facebook à de toute Vivre proposition Paris, ce sera parce avec que plaisir. c'est toujours sympa de faire rencontrer des Parisiens, des gens qui travaillent ici, mais c'est pas facile d'avoir les autorisations pour pouvoir arriver en groupe, pour pouvoir goûter des choses. Évidemment. Donc voilà, si vous connaissez des bonnes adresses qui nous permettent de passer pendant nos visites, Et partagez-les. dans un autre style de visite, on n'est pas trop dans le gourmand, mais là on est vraiment dans le Paris avec les anecdotes et tout ce qui est très intéressant. On fait aussi les cimetières, notamment le cimetière du Père-Lachaise, évidemment. Cimetière du Père-Lachaise et cimetière de Montmartre, Un peu qui est moins un petit connu. peu, voilà, un petit peu moins connu. Et pourtant, il y a Dalida, par exemple. J'adore. Voilà. On peut donc il y a des aussi très belles tombes. C'est le même guide donc qui fait le cimetière du Père-Lachaise et D'accord. le cimetière de Montmartre. Donc voilà, on retrouve aussi un style qui permet de rendre un peu vivant en fait un cimetière qui est plutôt normalement un lieu réservé C'est aux ça. morts. Mais voilà, on essaye de rendre en fait hommage aussi à tous ces bien personnages sûr. dont Oui, on oui. parle. Et donc ça rend vraiment le lieu très agréable. Et donc pour répondre à Simon, oui, tous les thèmes de nos visites sont à retrouver sur le site. Donc je répète, visite avec un s.vivreparis.fr. Vous avez le petit lien dans la bio si vous voulez. Et puis effectivement, avec le temps qu'il fait, ce serait quand même dommage de se priver. Alors, pas sûr que ça dure, mais comme on l'a dit, c'est tout l'été, c'est toute l'année. Et puis aussi Paris un peu gris, bah c'est Paris, ça Bien vaut sûr. aussi le coup malgré tout. Et justement pour les cimetières, on parlait du Père-Lachaise. Je sais pas si vous êtes déjà baladé au cimetière du Père-Lachaise quand il neige. ça doit C'est être incroyable, magnifique. En automne, quand toutes les feuilles sont tombées, c'est magnifique. Enfin, toutes les saisons en fait à Paris, et notamment pour certains lieux, pour les jardins par exemple. Là, en ce moment, c'est le meilleur moment pour voir le jardin des plantes parce que c'est le printemps et que tout est en fleurs. Mais en automne, par exemple, tout est aussi orangé, rouge. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un charme en tout cas pour toutes les Oui, périodes. toutes les saisons. Voilà. Est-ce qu'on ne retournerait pas un tout petit peu vers la Seine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des images de Paris. D'accord, Un peu ok. plus, donc histoire de On peut faire ça. terminer ce live en beauté. Pas de problème. Alors justement, on va passer devant. Là, on va oui. passer devant l'université de Jussieu, Ouais. qui est l'une des plus grandes de Paris, qui est vraiment sur Oui, le campus scientifique. Pierre et Marie Voilà, Curie aussi. c'est vraiment aussi un lieu emblématique du quartier latin, et c'est ce qui fait justement que si on remonte un peu cette rue, on arrive dans la rue Mouffetard, qui est une Très rue voilà connue, très géniale. très animée, et notamment parce que voilà, elle est le lieu de rendez-vous de tous les étudiants de Paris qui vont fréquenter les bars voilà, mythiques de cette rue Mouffetard. Donc je peux en dire un mot, même si on n'ira pas aujourd'hui, Oui, puisque pas là on redescend de la Seine, mais C'est un cette petit rue, avant voilà, bout. c'est ça. Et c'est la continuité de cette rue du Cardinal Lemoine. Si on l'avait remontée, on serait tombé sur la rue Mouffetard, donc, qui était une des plus anciennes rues de Paris, D'accord, puisque c'était déjà un axe qu'empruntaient les Romains d'accord. pour partir
donc vers l'Italie. Ouais. Et donc c'est pour ça que quand vous prenez la rue Mouffetard, si vous la continuez tout droit, vous allez arriver sur la place d'Italie, sur la porte d'Italie, qui porte ses noms en fait en souvenir de ce chemin qui était utilisé par les Romains, voilà, il y a 2000 ans. Donc la rue Mouffetard, c'est une des plus anciennes rues de Paris. On retrouve aussi pas mal de vieilles enseignes. Si vous vous baladez dans la rue Mouffetard, je sais que c'est difficile de lever les yeux parce qu'on est attiré par tous les restaurants, les glaciers, voilà, les cafés. Mais n'hésitez pas quand même à essayer de regarder un peu plus haut parce qu'on voit de très vieilles enseignes en fait médiévales à une époque où les enseignes de Paris n'étaient pas lumineuses ou modernes, peintes. Elles étaient peintes en fait et gravées et sculptées. Et donc dans la rue Mouffetard, il en reste pas mal. On a une très vieille boucherie où il y a encore des taureaux en fait en céramique jaune. On a aussi des inscriptions en fait sur certains immeubles. En fait, on a un petit panneau qui notifie la première chocolaterie de Paris de 1748, voilà, qui était là-bas. Donc voilà, ça vous donne aussi une idée du vieux Paris. C'est pour ça que moi j'aime vraiment ce quartier latin parce que on a à la fois les souvenirs du Paris romain, les souvenirs du Paris médiéval et en même temps donc un quartier vivant. Oui, c'est ça, c'est un mini Paris dans le Paris. Exactement, animé par des touristes, par des Parisiens, par des étudiants. Voilà, un quartier en tout cas où on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Voilà, c'est vraiment, j'invite tout le monde à venir. Voilà. Et alors juste pour répondre à Marc, c'est le premier live qu'on fait comme ça pour présenter nos visites, mais ça a l'air de vous plaire, donc on en refera peut-être, parce qu'il nous demande tous les combien on fait des lives. Oui. Ça sera avec plaisir qu'on en refera. Exactement. C'est le premier, donc n'hésitez pas encore, on est encore quelques instants avec vous, à nous poser toutes les questions nécessaires et surtout à aller voir la page Facebook, l'Instagram et forcément le site pour les visites. Et à proposer pour les lives, proposez-nous des endroits que vous avez envie de découvrir. Alors, on va essayer à chaque fois peut-être de montrer certaines choses qu'on présente dans nos visites, mais pas trop, voilà, pas trop, sinon ça vous gâche les surprises. Ah bah non, c'est ça, donc on peut pas, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette partie-là du quartier latin qui est vraiment un peu plus méconnue. Exactement. Là, on n'est pas en train de vous faire le chemin d'une visite. C'est juste on visite un quartier qu'on aime, que Axel aime beaucoup. Voilà, et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Parce que sinon, après, il n'y a plus de surprise. Si on dévoile tout le contenu de nos visites, il n'y a plus de surprise. Mais si vous avez des lieux particuliers que vous aimeriez bien voir en live, n'hésitez pas à nous les soumettre. Voilà, et on essaiera d'y aller. Bah oui, forcément. Et alors juste pour parler un peu plus des visites, ça dure combien de temps? C'est en groupe de combien ça coûte? Alors les visites, en fait, elles durent à peu près 1h45. D'accord. Et en fait, on a mis un maximum de 15 personnes. Voilà, comme ça, on est vraiment un petit groupe. Voilà, tout le monde peut parler. Exactement. Et puis on voit le guide, on l'entend bien, parce que c'est vrai que sinon parfois on voit, notamment dans les groupes touristiques, il y a 30-40 personnes. C'est énorme et après on peut plus interagir avec le guide. Donc on a mis 15 personnes maximum. Le prix c'est 15,50 €. Vraiment pas cher du tout. Non, parce que tout ce qu'on y apprend. Voilà, et vraiment parce que c'est de l'humain en fait. C'est pas comme un bouquin. Il y a vraiment une prestation, une prestation du guide. Donc en fait, il y avait d'autres demandes. Non, c'était le prix. On propose un direct en bateau-mouche, ça ce serait bien. Ah ouais. Effectivement, sur la Seine, il fait très beau, il faudra en profiter. Est-ce qu'on fait des visites en anglais? Alors, on propose pas encore de visites en anglais sur le site. D'accord. Mais on fait aussi des visites privées. Donc les visites privées, voilà, ça peut être soit si vous avez un événement particulier, par exemple un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire, un mariage, un rendez-vous de famille, si vous voulez que votre groupe soit pris vraiment tout seul avec un guide privé, ça c'est possible aussi, voilà, on le fait donc pour les entreprises aussi, les CE, voilà, on peut faire vraiment des choses sur mesure. Donc si vous voulez une visite en anglais, vous pouvez aussi constituer votre propre groupe. On a des guides qui parlent anglais bien sûr, on a aussi des guides qui parlent allemand, qui parlent italien, qui parlent espagnol, voilà, donc si vous avez vraiment des envies de visites sur mesure, ça c'est possible. On peut aussi faire des visites jeux, on peut aussi faire des visites par exemple si vous voulez voir un lieu qui n'est pas proposé à Paris, par exemple, si vous avez vraiment quelque chose de très précis, que vous voulez faire quelque chose, voilà, autour du métro Château-Rouge, oui, je pense, de la Goutte d'Or, du quartier, ça on peut le faire. Là, on va mettre bientôt une partie du 18e arrondissement, qui n'est pas vraiment à Château-Rouge, mais qui part de Marx-Ormois et qui va jusqu'à Porte de Clignancourt. Donc là, c'est aussi une partie du 18e arrondissement qui n'est pas du tout connue. Donc à Château-Rouge, pourquoi pas, il y a plein de choses. C'est un quartier
très coloré, aussi très vivant. À côté de Montmartre, il y a plein de choses. Ouais. Alors on peut peut-être montrer s'il y a des étudiants étrangers qui nous regardent, des étudiants qui ne vivent pas à Paris ou même qui ne sont pas à la Sorbonne. Vous avez donc cette très belle université de la Sorbonne qui est juste à côté de nous. Ah oui, non, ça c'est Jussieu. Ah, alors, pardon. Oui. Jussieu, voilà, qui est très belle aussi. qui fait partie, oui, alors de l'université. Mais en fait, la Sorbonne, c'est le bâtiment qui est rue des Écoles. D'accord. Voilà. Donc, et au croisement, donc rue des Écoles et après de la rue Saint-Jacques. Et du boulevard Saint-Michel. Donc là, on a vraiment la Sorbonne, le bâtiment de la Sorbonne, celui qui a été créé par Robert de Sorbon donc au XIIIe siècle. Vraiment le bâtiment, alors pas historique puisqu'il a été refait entre-temps au XVIIe, XIXe siècle. Mais il était déjà mais à voilà, cet endroit-là. il était déjà à cet endroit-là. Donc il est en face du Musée national du Moyen Âge. Si vous voulez voir, voilà la Sorbonne. Mais la Sorbonne, comme il y a encore des étudiants à l'intérieur, elle ne se visite pas comme ça. Bien sûr, voilà. Mais elle est ouverte pendant les journées du patrimoine. D'accord. Et effectivement, elle a plein d'annexes en fait, des annexes de la Sorbonne, il y en a à Ballard, il y en a à Porte de Clignancourt, il y en a un petit peu partout. Donc là, ça fait partie de l'université Paris-Sorbonne, mais ici, c'est vraiment le siège de Jussieu. Alors, est-ce qu'on fait des visites sur les passages couverts parisiens? Oui, on en a une sur les passages couverts, donc qui part du Palais Royal et qui va jusqu'au Grand Boulevard. Donc on passe dans la Galerie Vivienne, passage des Panoramas, voilà, passage Jouffroy, des très belles architectures, des vieilles boutiques qui ont aussi accueilli des personnages mythiques comme Vidocq par exemple. Ouais. Il y a plein d'histoires dans les passages, on a cette visite. D'accord. Et alors Fanny propose une visite qui à mon avis devrait plaire à pas mal de personnes, les meilleurs endroits où faire du shopping à Paris. Oui, alors ça, méditer, ouais, on pourrait aller dans le Marais par exemple aussi, il y a plein de petites boutiques, plein de créateurs. Il y a des nouvelles galeries aussi qui ont ouvert sur les Champs-Élysées. Ouais, il y a plein là, de oui, ça Paris, c'est sûr qu'il y aurait pas de souci pour faire une visite sur ce thème. On fait sinon une visite sur la mode. Pas mal. Alors qui est aussi autour donc de la place Vendôme et voilà de la rue Saint-Honoré. Et donc là on parle de l'histoire aussi des grandes maisons, l'histoire de voilà Chanel, Cartier. Enfin donc on fait déjà, alors c'est une sorte différente de shopping parce que là c'est shopping de luxe, mais en tout cas on raconte les moyens, mais c'est beau à regarder. Exactement. Et c'est riche en histoire. Alors j'ai une question de Simon, encore une fois, Simon il pose beaucoup de questions, mais c'est bien. Ok, avec plaisir. Alors, tous les guides sont des passionnés. Ont-ils fait des études en histoire de l'art ou urbanisme? Oui, alors on a pour la plupart notre même carte de guide conférencier. D'accord. Donc pour avoir la carte de guide conférencier, il faut avoir fait 3 ans d'études avant. Donc ça peut être histoire de l'art. Moi j'ai fait médiation culturelle. Et ensuite on a 1 an en plus pour avoir la carte vraiment de guide conférencier. Donc ça c'est le cas de quasiment tous les guides qui travaillent pour Vivre Paris. Et après il y a quelques exceptions où on a aussi des guides qui ont un métier particulier. Par exemple, alors celle qui fait la visite sur la mode dont je parlais à l'instant, elle est guide, elle a sa carte de guide, mais elle est aussi costumière. Donc elle sait de quoi elle parle. Voilà, par exemple, elle travaille aussi, donc on a aussi des comédiens, par exemple. Génial. On a aussi, on a essayé de prendre vraiment des gens avec des profils très différents, mais pour la plupart, on a notre carte de guide conférencier. D'accord. Et j'ai pas mal de personnes qui me demandent justement si on recherche des guides. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà, si vous avez des idées de parcours à nous proposer, que vous menez, des parcours toujours un peu insolites, des thèmes qui puissent correspondre à l'identité de Vivre Paris, vous pouvez envoyer votre candidature en tant que guide. Voilà. Donc, je redis donc à Marina pour justement entrer en contact avec nous. Vous avez soit l'Instagram de Vivre Paris, soit le Facebook de Vivre Paris. Et pour tout ce qui est visite, c'est donc sur le site www.visite.vivreparis.fr. Voilà. Donc envoyez-nous toutes vos idées, vos candidatures, on les prendra avec plaisir. Alors on va peut-être se retourner derrière nous, on a la fameuse... Voilà, l'Institut du monde arabe, donc avec l'affiche de l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure. Foot. Voilà, foot. Ah bah oui, on est champion du monde. Parce que c'est pareil, on a souvent l'impression qu'à Paris, il y a beaucoup d'expositions vraiment sur l'art, la peinture, la sculpture, qui parfois peuvent paraître pas forcément accessibles à tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte aussi que là, il y a eu une expo au Grand Palais sur Michael Jackson. Mais là, il y a une expo. C'est pas que pour les entre guillemets intellectuels, il y en a pour tous les goûts vraiment. Oui, c'est en fait, c'est juste que je pense qu'avec l'histoire, on a un peu une image un peu poussiéreuse parfois c'est vrai. de la culture, des expositions, de l'art. On a l'impression que voilà, les musées, c'est pas forcément un endroit où on peut s'amuser, c'est un endroit très sérieux, etc. Alors qu'il y a beaucoup de musées qui essayent de rendre en fait les expositions plus ludiques, plus accessibles à tous. Et donc là, notamment une expo sur le foot.
Enfin, à ma connaissance, je crois que c'est une des premières, hein, je sais pas. J'ai jamais entendu ça. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. L'Institut du monde arabe, ils font énormément d'expositions. Il y a eu des expositions sur l'Égypte. Il y a eu des expositions aussi où ils ont fait dernièrement une expo en 3D. Génial. Sur en fait toutes les villes qui ont disparu. D'accord. Voilà, toutes les villes qui ont été cassées. Voilà, exactement. Donc c'était vraiment super intéressant. Et comme je le dis, donc là on peut pas le faire ensemble parce il faut passer au niveau des sacs, etc. Bien sûr. Mais n'hésitez pas à aller au dernier étage. D'accord. Voilà, il y a cette terrasse. Oui, il y a une super vue et le bâtiment en lui-même est aussi très joli. Et alors, je pense qu'on peut finir cette micro-visite de Paris sur les quais. Exactement, on peut traverser là. On a le beau temps et en plus on a là-bas, si on regarde, donc la fameuse statue de Sainte-Geneviève qu'on voit maintenant de face. Voilà. Voilà. Et on va arriver aussi sur les quais. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cette partie-là des quais de Paris, les quais de Jussieu, en fait tout l'été ça danse ici. C'est très agréable voilà. de venir. Il y a des petites en fait des petites alcôves, voilà. Et dans chaque alcôve il y a une danse. Alors ça peut être tango, ça peut être salsa, ça peut être valse, rock'n'roll. Enfin voilà. Faut venir ici. Exactement, faut venir ici. Si je dis pas de bêtises, c'est le mardi soir. Je crois que tous les danses vraiment, avec musique, etc. C'est vraiment avec des associations, etc. Ça c'est le mardi soir sur les quais de Jussieu. Et après sinon tout l'été de toute façon c'est plein de monde qui pique-nique. Boire un verre, pique-niquer, il fait bon. C'est vraiment extrêmement sympa. Et là juste en face, on arrive aussi pour celles et ceux qui veulent visiter l'île Saint-Louis. Alors avec nous, on propose de visiter l'île Saint-Louis sous l'angle des femmes. Les femmes qui ont marqué l'île Saint-Louis, voilà, donc ça peut être Camille Claudel, ça peut être Michel Morgan, ça peut être de toute époque, de tout type. Et donc ça permet de revoir l'île Saint-Louis à travers l'histoire, voilà, de ces personnages, de ces femmes qui ont marqué Paris. Ça c'est aussi un thème sympa. Alors, est-ce qu'on fait des visites sur les hôtels particuliers ? Oui, alors la visite sur les hôtels particuliers, c'est la visite du Marais. D'accord. Où on part de Bastille et on longe donc la rue Saint-Antoine pour parler des plus beaux hôtels particuliers, donc notamment l'hôtel de Sully, l'hôtel de Beauvais, voilà, qui sont plein d'histoires. Il y a aussi des anciennes églises et des couvents qui sont pas du tout connus autour de ces hôtels particuliers-là qu'on montre dans cette visite. Donc oui, sur celle-ci, on y a pensé. Donc là, on a une autre idée qui est assez intéressante, c'est une visite sur le Paris disparu. Donc peut-être tous les vestiges qu'il y a dans Paris, ce serait intéressant à faire. En tout cas, dans toutes les visites, on en voit. Oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que souvent, tous les guides ont des images. Oui. Voilà, quand ça s'y prête, bien sûr. Pour le street art, ça s'y prête pas puisque les images sont là dans la rue. Mais pour certaines visites, on a sur nous des images comme celles que je vous ai montrées au début pour rappeler en fait certaines choses qui ont disparu. On peut faire aussi une visite sur le Paris de Lutèce. On l'a pas encore proposé, mais on a une de nos guides qui fait ce parcours-là. Génial. Le Paris de Lutèce, donc là vraiment le Paris disparu des Romains, où on montre les arènes de Lutèce, là où se trouvait l'ancien forum. On a pareil une autre visite qu'on n'a pas encore mis sur le site, qui est faite par la même guide qui propose le marché aux puces de Saint-Ouen. Génial, voilà. cette visite. Et cette guide, elle fait aussi le Paris médiéval, qu'on va mettre bientôt sur le site. Donc pareil, ça c'est un Paris disparu, mais duquel on a encore quelques témoins, quelques souvenirs. Donc notamment le musée national de Cluny, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure, la Sorbonne aussi. Ouais. Donc c'est une visite qui se passe dans ce quartier-là aussi. Voilà, autour de Saint-Michel. Donc on est toujours dans le 5e arrondissement là oui, toujours, et sauf qu'à partir de ce pont, voilà, on arrive dans le 4e. D'accord, dans le 4e. Et donc, on a une danseuse parmi nous qui voulait savoir où est-ce qu'on danse. On va lui montrer, parce que de toute façon on est là. Donc sur les quais de Seine. Voilà, donc quand on arrive juste en dessous de l'Institut du monde arabe, on a une rampe là qui descend. Et on voit donc sur ces quais-là, si on les continue un petit peu, il y a 3 ou 4 arcades. Juste là, au bord de l'eau. Oui, de toute façon, vous ne pouvez pas les louper. En général, on voit les gens qui dansent, voilà. Et une ambiance. C'est vraiment sur ces quais-là, en bas de l'Institut du monde arabe. D'accord. Alors, on va peut-être se mettre sur le pont pour avoir une belle vue de la Seine, pour finir ce live. C'est génial. Vous avez été très nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On en refera parce que visiblement, ça a plu. Surtout que le temps était idéal. Donc, ça s'y prête. Que la prochaine fois, ce soit pareil. Il y a beaucoup de gens qui proposent des visites au fil de la Seine. Donc, justement, on va vous montrer la Seine sur ces belles images qu'on s'arrêtera. Donc je rappelle que si vous voulez faire des visites, il faut aller donc sur le site www.visite avec un s.vivreparis.fr. Vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Vivre Paris. Et si vous voulez candidater, c'est pareil, vous nous contactez sur Facebook. Ce sera un plaisir de vous répondre. Axel se fera un plaisir d'organiser
Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt dans les rues de Paris.